BFM Business présente Hebdocom, Sofiane Aklouf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdocom. C'est un pari audacieux, celui du lancement d'une version internationale du célèbre magazine américain, le Time. Eh bien, cette version internationale sera dans la langue de Molière puisque c'est la France qui a récupéré la licence avec un trimestriel qui va être lancé d'ici la fin de l'année d'un peu plus de 200 pages. À la manœuvre, un industriel qui connaît bien les marques premium comme Forbes France, Dominique Busseau et l'invité de BFM Business. Bonjour Dominique Busseau et merci d'avoir accepté l'interview de BFM Business pour parler de cette édition française du Time, Cocorico. Le Time a choisi la France, mais alors pourquoi donc on va encore avoir un procès en arrogance à la française? Je ne sais pas, en tous les cas, effectivement, Time existe depuis plus de 100 ans. Et pour la première édition internationale, ils ont décidé de la lancer en France. Donc c'est plutôt sympathique. Est-ce que vous avez une idée des raisons? Ça aurait pu être par exemple l'Allemagne, si on prend des grands pays européens. Qu'est-ce que l'Hexagone a de plus? Des entrepreneurs, une langue? Alors, ils ont plusieurs pays en visée, mais je les connaissais parce que des anciens de chez Forbes sont maintenant chez Time. Donc ils m'ont contacté il y a à peu près un an et on a discuté ensemble et ils avaient vu ce que j'ai réalisé avec Forbes, donc ils avaient envie que je fasse la même chose avec Time. Donc on est plus sur un projet quasiment industriel que sur le choix d'un pays ou d'une langue finalement. Alors, c'est un mix des deux parce que la France fait quand même partie des pays importants à travers le monde, même si ce n'est pas tous les jours évident avec ce qui se passe en France depuis quelques temps. En tous les cas, la France est un pays clé. La France est une richesse de culture, de langage. Et effectivement, ils voulaient aussi un pays sur lequel ils pensaient avoir une bonne exécution. Donc, je pense qu'ils ont mixé les deux. Voilà. Alors, on va évidemment revenir sur les modalités, combien de pages, comment ça va se faire, quand est-ce que ça va être publié. Mais avant ça, je voulais savoir si ce serait une adaptation des contenus anglophones, comme le fait Le Monde, par exemple, en prenant des pages du New York Times et en les traduisant, ou est-ce que ce serait plutôt des articles créés du contenu original, comme peut le faire le HuffPost, par exemple, qui s'est implanté en France sur le modèle outre-Atlantique? Alors, ça sera une version hybride, ça sera un mix des deux. On va prendre, comme on dit en anglais, the best of breed, le meilleur des deux mondes. Donc, on va prendre les belles enquêtes, les beaux interviews qui peuvent être sur Time aux États-Unis. On va les traduire, on va les localiser. Et je suis en train de constituer une équipe éditoriale locale qui va faire du contenu local sur ce qui se passe en France et en Europe. Alors, qui va décider justement des contenus qui méritent d'être adaptés? C'est cette équipe éditoriale que vous allez constituer? Tout à fait, je suis en train de constituer une équipe avec un rédacteur en chef et des journalistes. Et c'est cette équipe éditoriale qui va faire une sorte de curation sur le contenu qui se passe aux États-Unis, tant sur la version print que sur la version web, pour ce qu'on va faire en France, à la fois sur le print, le web, et aussi on va faire des déclinaisons, on en parlera peut-être tout à l'heure, au niveau des événements. Alors justement, vous allez donc embaucher, c'est rare aujourd'hui dans le secteur des médias et particulièrement du journalisme. Est-ce que vous savez combien de personnes, à quel poste, où? Est-ce que vous avez déjà toutes les modalités en tête? Alors, j'ai pas tout en tête. Ce que je sais, c'est avant tout, je veux un chef d'orchestre, un rédacteur en chef qui a un peu de bouteille, qui connaisse le monde des médias, qui connaisse aussi la culture anglo-saxonne pour faire de bonnes adaptations. Et puis après, il y aura un certain nombre de journalistes, voire des chefs de rubrique. En tout, je pense que la rédaction sera au niveau d'une petite dizaine de personnes. Le Time est un hebdomadaire aux États-Unis. Là, vous avez fait le choix d'un trimestriel. Alors aux États-Unis, c'est un bimensuel. Un bimensuel. C'est un numéro tous les 15 jours. Et j'ai fait le choix en France, effectivement, de faire un trimestriel. Pourquoi ce changement de fréquence alors? Parce que déjà, on est au XXIe siècle et on sait que la presse souffre un petit peu. Et moi, depuis que j'ai lancé Forbes et aussi mon deuxième magazine onirique, je me suis mis sur un format trimestriel qui fonctionne bien à la fois au niveau temporalité, parce que comme vous le savez, même avec un hebdomadaire, on peut être en dehors de l'actualité, parce que le digital renverse tout. S'il y a une chose importante, on pourra le mettre sur le site du Time. Et également, de manière économique, faire un magazine trimestriel est économiquement beaucoup plus viable que de faire un mensuel, voire un hebdomadaire. Vous lancez en deux temps, finalement, si j'ai bien compris. D'abord sur le web, puis dans les kiosques. Pourquoi faire ce lancement différé? Alors, déjà, c'est pour une question de rodage. On va roder, on va faire quelques articles avec la version digitale du time.fr et également sur la version Instagram et LinkedIn, tout ce qu'on va pouvoir faire sur les réseaux sociaux. Et aussi, il y a une raison de timing, puisqu'on est proche de l'été. Il faut pouvoir préparer, il faut faire une belle maquette, il faut qu'on fasse en concertation avec les équipes des États-Unis. Donc, je me laissais le temps pour sortir une belle première édition au mois de décembre.
Au mois de décembre, donc pour le papier, et sur le web à partir de quand? À partir d'octobre. D'accord, donc ça va aller très vite finalement. Ça va aller très vite puisqu'on sera dans 2 mois, on est au mois de septembre, donc ça va arriver tout de suite. Donc il va falloir travailler pendant les vacances. Un tout petit peu, oui. Est-ce que vous prévoyez sur le site et les réseaux sociaux un paywall du contenu payant ou tout sera gratuit sur le web? Non, tout sera gratuit sur le web. Et ça sera financé par la publicité ou les articles sponsorisés. Alors le nombre de pages sera sensiblement le même que la version originale ou pas? Non, ça sera beaucoup plus épais. Et le papier sera d'une qualité plus importante puisque, alors eux, il faut savoir qu'ils ont plus d'1 million d'abonnés. Donc ils diffusent à plusieurs millions aux États-Unis. En France, on va commencer modestement avec 100 000 exemplaires, ce qui est déjà pas mal. Vu que c'est une version trimestrielle, on fera un papier avec un grammage plus important. C'est important, ça c'est ce qu'attendent aussi le public que vous visez. Du beau papier, une belle couverture. La couverture est très importante. Comme vous le savez, Time est connu pour ses couvertures iconiques, entre autres avec la Personality of the Year chaque année, une fois par an. Et donc, il y aura des belles photos, des belles couvertures, mais aussi une bonne prise en main du produit. Alors, vous dites plus de pages, c'est-à-dire? Il y aura à peu près 200 pages, alors que la version américaine fait à peu près 100 pages. Sauf qu'ils en font 22 par an, moi j'en fais 4 par an. Avec combien de pages de publicité à l'intérieur? C'est déjà décidé? Alors, c'est pas décidé, mais on se fixe qu'il ne peut pas y avoir plus de 25% de pages de publicité par rapport au contenu global. D'accord. Et avec des annonceurs que vous avez déjà lancés, j'imagine, quel type de publicité vous voulez à l'intérieur du Time? Est-ce que tous les annonceurs sont le bienvenu ou est-ce que vous ciblez, par exemple, le luxe? Alors, tous les annonceurs sont bienvenus. Depuis l'annonce, il y a à peu près une dizaine de jours, on a été contacté par un certain nombre de marques et d'annonceurs. Donc, on est en train de travailler avec nos équipes commerciales. On n'a même pas encore eu le temps de faire le Media Kit, donc de mettre les tarifs en ligne, qu'on a déjà des demandes. Donc, c'est plutôt positif à ce niveau-là. Je me suis laissé dire donc que le chiffre de démarrage serait 100 000, c'est ce que vous dites. Mais sur cette publication de 100 000, sur ce tirage, l'objectif de vente est de combien? Alors, l'idée, c'est que sur les 100 000, on va en mettre 50 000 en kiosque et 50 000 en diffusion qualifiée, c'est-à-dire business conférences, palaces, événements et autres. Et le reste sera donc 50 000 exemplaires en kiosque. Alors, l'objectif, c'est d'en vendre le maximum, on est bien d'accord. Mais si on peut en vendre déjà 50% de ce qui est mis en linéaire, ça serait déjà très bien. D'accord, donc potentiellement 25 000 dans les kiosques. 25 000 ventes kiosques. Plus les 50 000 autres exemplaires qui seront en diffusion qualifiée. Ce modèle, justement, 50-50, c'est un peu celui que vous avez adapté pour Forbes. Vous reprenez ce que vous savez faire, finalement. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai lancé Forbes en France. Et la même chose quand j'ai lancé mon deuxième magazine qui s'appelle Oniric, on fait toujours 50-50. Il y en a un, c'est 100 000 Forbes, et Oniric, c'est 75 000 exemplaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce public que vous visez? Alors effectivement, c'est un public CSP++. Ce sont des gens qui ont une bonne connaissance de la culture française, européenne et internationale globale. Mais ça peut être aussi divers et variés, tout type d'âge. Ça peut être des jeunes étudiants comme des retraités. Donc il n'y a pas une cible bien particulière puisque le magazine Time couvre à peu près tout. De la société à la politique, aux sportifs, à la culture, au cinéma, à la mode, à peu près à tout. Est-ce que ça veut dire que le Time sera aussi un objet de prestige, presque un objet de luxe qu'on peut trouver dans les salons VIP quand on prend l'avion? Alors, on le trouvera effectivement dans les salons VIP quand on prendra l'avion ou aussi quand on prendra le train. Il ne faut pas négliger, le train c'est aussi important de nos jours, n'est-ce pas? Il faut penser aux émissions carbone. Donc il sera un peu partout dans les business plans. En fait, l'idée de faire un mix entre une diffusion en kiosque et une diffusion qualifiée, c'est qu'en kiosque, on ne sait pas qui achète le magazine, même si on en a une petite idée, alors qu'en diffusion qualifiée, on va là où est la cible importante pour nous. Et alors justement, est-ce que ça veut dire que vous allez vous aligner sur le tarif de vente à ce public cible CS++, et donc qui peut mettre peut-être un peu plus pour payer le Time? Je pense qu'on va le mettre aux alentours de 9 €. D'accord. Donc c'est quand même une somme importante pour... C'est une somme importante, sauf que c'est que tous les trimestres. Donc si on rapporte ça l'année, ça ne fait pas une somme très importante. Mais effectivement, pour un numéro, ce n'est pas 1 ou 2 €. Effectivement, c'est une certaine somme qui marque le coup. Avant de vous engager, j'imagine que vous avez travaillé sur le modèle économique que sera celui du Time. La répartition entre la publicité, l'achat au numéro, l'abonnement d'ailleurs peut-être ce sera possible ou pas? Bien sûr, on pourra s'abonner au magazine Time. Et est-ce que vous avez travaillé cette répartition? D'où vont venir les revenus? Alors oui, j'ai une vision bien claire sur d'où vont venir les revenus à terme. Alors il y aura donc des revenus de la publicité, de la vente en kiosque, des abonnements. Ça, c'est sur la version
papier, print. Il y aura aussi de la publicité et des articles sponsorisés sur la version digitale. Et on va aussi lancer une série d'événements. Et à terme, l'idée, c'est qu'il y aura un bel équilibre, à peu près un tiers entre tout ce qui va venir du print, du digital et de l'événementiel. Et sur l'événement, vous prévoyez quoi? Que peut faire le Time? Comment vous pouvez réutiliser cette marque iconique pour créer des événements? Alors, comme vous le savez, Time fait des classements, des palmarès, les Time 100 sur l'AI, donc l'intelligence artificielle par exemple. Donc si on fait un événement, on fait un palmarès sur l'intelligence artificielle, on peut imaginer faire une conférence avec une remise des prix à l'ensemble des 100 personnes qui ont reçu cette distinction. Et donc ça fait un bel événement avec des sponsors et ça permet de financer. Oui, et ça permet de faire un peu plus de marge peut-être que sur la presse papier, vous le disiez, qui souffre. Il y a déjà du monde en plus sur ce marché. On voit en ce moment des magazines qui se lancent ou qui se relancent. C'est le cas de Grazia, on en a parlé dans cette émission. Qu'est-ce qui fait selon vous que le Time France version papier peut marcher? Alors, tout d'abord, c'est la marque, c'est la crédibilité. C'est un journaliste professionnel depuis plus d'une centaine d'années. C'est un magazine iconique qui a fait bousculer les tendances, qui a fait bousculer les lignes, qui a fait avancer les choses. Donc je pense que c'est déjà la réputation du magazine et de ses équipes qui font que ça va marcher en France. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, je ne le sais pas, parce que je suis pas mal à Myanmar, je n'ai pas une boussole, je ne sais pas à quel point je serai rentable au niveau du modèle économique. J'ai prévu d'être rentable dès la deuxième année. D'accord. Mais on verra. C'est une condition sine qua non d'être rentable Pas du tout. Non. C'est moi qui finance parce que, je ne sais pas si vous le savez, j'achète la licence du magazine Time. Donc, tout le financement est sur mes épaules. Eux, ils vont toucher des royalties sur le chiffre d'affaires. Peu importe s'il y a des bénéfices ou il n'y a pas de bénéfices. Mais quand on s'engage, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à se laisser à perdre pendant 10 ans. J'imagine que vous avez quand même fixé une deadline, comme on dit. Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, j'espère que je serai profitable dès la deuxième année. Si c'est la troisième année, bon, ça sera comme ça. L'idée, c'est pas de faire un one-shot, c'est de faire ça dans la continuité, dans le temps. Et je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, on aura un modèle économique qui sera viable. Oui, mais donc vous êtes un industriel et vous êtes là pour investir, mais aussi pour avoir une forme de rentabilité. C'est pas du mécénat que vous faites, soyons très clairs. Pas du tout, c'est pas du tout du mécénat. Je n'ai pas d'autres activités à part cette activité de média avec ma société 360 Business Media. Je n'ai pas de groupe industriel à côté, je suis seul avec moi-même. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce Time, vous le savez, en termes de thématique, de ligne éditoriale? Alors, on est en train de la construire. On va garder l'ADN du Time aux États-Unis. Il y aura peut-être une adaptation en France. En tous les cas, les grandes rubriques, les grands thèmes vont persister. Ça peut être la culture, ça peut être la technologie, ça peut être la politique, ça peut être l'économie. Vous retrouvez tout ça dans le Time en France. En termes politiques, par exemple, on sait que c'est plutôt un magazine progressiste sur les questions de société et assez modéré sur les questions économiques. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est ce que vous allez demander aussi? Alors, moi, je souhaite plutôt avoir un magazine sans couleur politique. Donc, on fera état de ce qui se passe, on parlera des faits, on parlera sûrement de la prochaine campagne présidentielle, mais on essaiera de rester le plus neutre possible sans s'engager politiquement parlant. Cette neutralité que prône le Time aux États-Unis, est-ce qu'elle est possible et adaptable en France? Je me suis posé la question. Dans le pays de la Révolution, est-ce qu'on peut avoir un magazine neutre politiquement? On va tenter, hein. Écoutez, qui ne tente rien à rien. En tous les cas, c'est ce que je ne veux pas être affiché pro pour tel candidat ou pro pour tel candidat. S'il y a des belles initiatives, on en parlera, on marquera le coup, et puis voilà. Vous parliez de la couverture et de son importance. Évidemment, elle est extrêmement partagée, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà des idées en tête, des noms, des visages que vous aimeriez voir figurer en couverture de ce magazine? Alors, pas du tout. Pour le moment, vraiment, en toute transparence, aucunement. Ça se fait comme c'est le cas avec Forbes ou avec Oniric, ça sera au fil de l'eau. Donc, on va commencer à contacter des gens vont nous contacter, on va faire des interviews, on va faire des portraits, on va faire des dossiers. Et sur le profil, par exemple, est-ce que ça va être une artiste, une chanteuse que vous voulez mettre en avant, ou plutôt une personnalité politique, une personnalité internationale? Alors, ce que veut Time, c'est avoir ce qu'ils appellent des achievers, des gens qui agissent, qui font bouger les lignes. Donc ça peut être un politique, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un artiste, ça peut être tout en fait. Donc il n'y a pas de restriction et c'est surtout une histoire de timing. Qui sera la personne émergente
au mois d'octobre-novembre, quand on va boucler le magazine, je ne suis pas capable de vous le dire aujourd'hui. Sachant que vous faites un trimestriel, donc c'est encore plus difficile au moment du bouclage de savoir qui va faire l'actualité pendant 3 mois. Exactement. Mais en tous les cas, on va essayer de faire quelque chose qui est en train de mettre en avant une personnalité qui est en train d'émerger et qui pourra faire le buzz pendant un certain nombre de mois, tout à fait. Est-ce qu'il y a des équivalents ou des cousins dans la presse magazine du Time France aujourd'hui ? Je me suis dit peut-être Paris Match pour l'importance donnée à l'iconographie, aux photos, à la couverture. Alors effectivement, on me dit souvent, tiens, Paris Match est un peu dans votre domaine, de votre giron, de votre domaine de concurrents. Alors c'est plutôt flatteur parce que Paris Match est une belle marque. Comme on dit toujours, c'est je crois, le poids de mots, le choc des photos. C'est bien ça un peu leur baseline, qui a été repris il n'y a pas très longtemps par le groupe LVMH. Et ils sont en train d'en faire beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ils font beaucoup de choses au niveau de la vidéo. Donc, je n'ai pas forcément les mêmes moyens, les mêmes budgets, mais on va essayer de faire belles choses au niveau iconographie, mais aussi, ce n'est pas forcément ce que peut faire Paris Match à date, de gros dossiers, de gros reportages, de grosses enquêtes. Et ça, j'ai l'avantage de pouvoir m'appuyer sur les équipes éditoriales du Time US, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il va falloir... Est-ce que justement ce seront des articles traduits ? Parce que la première année, on imagine mal du reportage à l'autre bout du monde sur un dossier de 15 pages. Ça va être possible à date ? Bien sûr, ça va être possible à date. J'aurai des journalistes dans les prochaines semaines qui seront présents, qui vont travailler à mes côtés. Et je vais d'entrée de jeu les envoyer sur des enquêtes ou des reportages, que ce soit en France, en Europe, à l'international. On verra en fonction des sujets qui sont brûlants du moment. Et puis, on va pouvoir également, comme je l'ai dit tout à l'heure, traduire les articles plutôt sympathiques, intéressants qui vont se passer sur Time US. Ça veut dire que votre investissement, il n'est pas de quelques centaines de milliers d'euros, j'imagine. Si vous pouvez nous en dire plus, en tout cas nous donner une fourchette. C'est plutôt en millions d'euros, tout à fait. Ouais, plusieurs dizaines de millions d'euros. Non. On va rester raisonnable en millions d'euros. Pour rappel, c'est moi qui finance ce groupe à titre personnel. Je n'ai pas d'investisseur extérieur, je n'ai pas de fonds d'investissement, je n'ai pas de capitaine d'industrie qui m'aide sur ce magazine-là. Je fais tout seul. Qui est de plus en plus rare dans la presse, faut le dire. C'est assez rare, on va dire. Donc voilà, je finance avec un trésor de guerre que j'ai accumulé au fur et à mesure des années. L'un des moments iconiques du Time chaque année, vous en parlez, c'est la personnalité de l'année qui est décernée par la rédaction du Time. Y aura-t-il une personnalité de l'année française ? Alors non, avec Time, on a décidé qu'il y aura une personnalité de l'année qui sera globale, pour qu'il y ait encore un impact plus fort sur cette personnalité de l'année. Donc il n'y aura pas de personnalité de l'année française, pour répondre à votre question. J'ai regardé sur les 10 dernières années, Donald Trump 2 fois, Taylor Swift, Elon Musk, Joe Biden. Il n'y a que Zelensky ou Greta Thunberg qui ont obtenu ce titre sans être américains. Est-ce que le risque, c'est pas d'être américano-centré sur cette couverture de la personnalité de l'année, mais dans le magazine de manière générale ? Alors, si c'est une couverture sur 4, ça fera un quart, 25%. Je vais faire en sorte de contrebalancer avec les 3 autres couvertures et d'avoir des non-américains. Alors, s'il y a vraiment une autre personnalité américaine qui est très importante, on en parlera. En tous les cas, assurément, il y aura des personnalités françaises qui seront en couverture du Time France. Ça, c'est sûr. C'est pas un sujet. En 2017, vous avez lancé Forbes France, qui a commencé aussi par le numérique. Quelles leçons est-ce que vous avez tirées, peut-être quelles erreurs vous avez pu commettre au départ, qui vont vous aider dans cette nouvelle aventure du Time France ? Effectivement, j'ai beaucoup appris en lançant Forbes en France, surtout à adapter une culture anglo-saxonne à la française. Comme vous le savez, en France, on est plutôt très discret, on ne veut pas parler de son argent. Aux États-Unis, il y a plein de milliardaires, d'entrepreneurs, de tycoons qui appellent la rédaction en disant « il manque quelques zéros à mon palmarès, à mon bilan financier ». Et en France, c'est plutôt « je préférais ne pas apparaître dans votre magazine ». Donc il y a des grosses... Alors on ne va pas se prendre en même temps avec Time parce que Time, on ne fait pas de classement de milliardaires, mais il y a des gens qui préfèrent vivre heureux, vivre cachés. Ils disent plutôt vivons heureux, vivons cachés. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer, mais l'idée c'est de garder cet esprit anglo-saxon, mais l'adapter à la France, à la culture française, qui est quand même assez différente de la culture anglo-saxonne. Et 8 ans après, vous en êtes où avec Forbes France ? Forbes France se porte plutôt bien. C'est un magazine qui est rentable. On en est à 22, 23 couvertures, 4 par an. Je pense qu'on a réussi à ancrer en France un magazine avec des gens qui entreprennent, des gens qui réussissent. Et c'est surtout symbolique avec nos palmarès qu'on a mis en place. On a mis les Center Under 30, les 30 jeunes de moins de 30 ans qui réussissent. On a les 40 femmes Forbes. Et plus récemment, on a une initiative intéressante avec L'Oréal Paris. On a lancé les 50 over 50, les 50 femmes de plus de 50 ans qui marquent
la France et qui font rayonner la France à l'international. On voit avec Forbes, avec le Time et Oniric, un positionnement très affirmé sur les marques premium et internationales. Quelle est votre stratégie globale avec 360 Business Media dans les années à venir? Est-ce que vous avez d'autres marques que vous avez dans votre viseur? Alors déjà, on va essayer de digérer cette nouvelle marque qui est Time. Ça va prendre un petit peu de temps, donc ça c'est une chose importante. Alors faut savoir que donc Forbes, j'ai Forbes sur la France. Time, j'ai signé un contrat de licence pour la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et Monaco. Donc le Time sera distribué aussi dans les pays frontaliers. Exactement, francophones, frontaliers. On va même ne pas s'empêcher de faire d'événements dans ces pays frontaliers. Et par contre, une chose qui est un petit peu différente avec Oniric, c'est un magazine que j'ai créé toute pièce. Donc ce magazine-là, je vais l'exporter à l'international. Parce que l'idée, c'est d'avoir un magazine qui parle de luxe, d'excellence à la française et de faire rayonner la France à l'international. Donc je suis en train de commencer à vendre les premières licences pour que Oniric se lance dans d'autres pays, à l'inverse de ce que je fais avec Forbes et que je fais avec Time Magazine. Mais si là vous aviez une baguette magique, est-ce que vous avez des titres aux États-Unis ou ailleurs dans le monde qui vous font rêver et dont vous aimeriez reprendre la licence? Alors, j'avoue qu'avec Forbes et Time, je suis plutôt bien loti. Et je suis régulièrement contacté avec des titres de presse américaine ou d'autres pays. Mais je n'ai pas eu encore des titres au-delà d'un Forbes aussi fort que Time et de Forbes. Donc là, pour le moment, je m'en contente très bien. Eh bien, lancement donc en octobre sur la version numérique, en tout cas, et décembre pour le tirage papier. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation, Dominique Buisseau. Merci à vous. Et à bientôt pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business.